Je vais parler des urgences climatiques, je vais parler des catastrophes qui sont actuelles, en cours ou qui doivent venir. Et la question que tu poses dans le manifeste, donc le co-auteur avec Albert Morel et Dominique Zangulaire, frugalité dont tu parleras, c'est vrai que fait sens chez nous, fait sens auprès au sein de notre école, auprès de nos enseignants, des étudiants également, je l'espère, je suis persuadé. C'est bien qu'on est plusieurs à avoir adhéré à ce manifeste, parce qu'effectivement, la question de se poser bien au-delà que la simple gestion et maîtrise de l'énergie, mais beaucoup plus sur un mode de vie, sur la façon d'aborder notre vie et la consommation de notre vie. Voilà. J'en dirai pas plus, je te laisse le soin de poursuivre sur ta conférence et je te remercie vraiment infiniment. C'est moi qui te remercie aussi d'avoir la délicatesse de m'inviter depuis que le master existe ici et je vous accompagne avec joie chaque année. Je reviens vraiment très heureux de retrouver des étudiants des années passées. Il y a une complicité qui passe d'une année sur l'autre, avec les enseignants bien sûr, mais aussi avec les étudiants. Et alors du coup, c'est comme je ne change pas d'avis, je dis à peu près la même chose depuis quelques années. On va dire peut-être depuis 30 ans à peu près, et donc donner une conférence tous les ans au même endroit, et peut-être face aux mêmes personnes, ça m'interroge. Donc je n'avais pas recommencé la conférence de l'année dernière, ça n'aurait pas eu de sens, mais il y a quelque chose que je ne peux pas changer, qui est les raisons pour lesquelles je suis qui je suis, je pense ce que je pense. Donc il y aura 12 diapositives comme celle de l'année dernière. Parce que celle-là, pendant quelques années, je m'étais dit, allez, maintenant je vais arrêter de les montrer parce que tout le monde sait qu'il faut le faire, qu'il faut changer, qu'il faut s'engager. Et je continue à le faire parce que malgré tout cela, ça sert encore de rappeler deux, trois petits faits. Alors, je vais vous raconter une année, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé en une année. Par exemple, cette image-là, qui n'était pas livrée il y a un an et que je vous montrerai tout à l'heure, qui est un bâtiment quelque part en bas du Cognac et en haut du pays de Bordeaux. Alors, aujourd'hui, c'est une journée particulière et à la radio, quand ils ont annoncé la conférence de ce soir, ils ont fait le rapprochement entre la conférence et le fait qu'aujourd'hui, l'Europe a consommé l'ensemble de ses ressources renouvelables. L'Europe est assez douée, plus que la France consomme l'ensemble de ses ressources renouvelables en général début août, peut-être qu'on va passer en juillet cette année, mais en tout cas aujourd'hui l'Europe a consommé l'ensemble de ses ressources naturelles et donc elle va être en dette, elle va être en débit, elle va consommer plus qu'elle ne pourrait consommer chaque année. Et l'enjeu est bien là, l'enjeu de la ressource est un enjeu considérable qui a d'ailleurs été une grande partie de l'objet des discussions avec les étudiants qui ont suivi le workshop. Avec quoi va-t-on construire à la Réunion dans quelques années? D'ailleurs, ces étudiants ont plein d'hypothèses absolument décapantes et tout à fait intéressantes sur la ressource. Je vais juste vous donner un exemple. Bien sûr, on ne va plus construire en béton, mais du béton, il y en a plein. D'ailleurs, il y a qu'à regarder tout autour. Donc le béton qui est là, si on le déconstruit, on va pouvoir le réutiliser avec des technologies différentes, comme l'impression 3D, par exemple. Et ces idées-là, c'est eux qui les portent et c'est eux qui les partagent. Alors, revenons sur, on va dire, l'origine de cette histoire. Un petit peu de chez vous. La nature, plutôt puissante, pas toujours très gentille, et contre laquelle finalement nous qui sommes des êtres imparfaits devons nous construire. Et nous sommes construits partout dans le monde, y compris dans les endroits où il n'y a pas autant d'électricité que dans la Belgique où j'habite, et tous les autoroutes sont allumées. On est partout et on est de plus en plus nombreux. Le fait que nous soyons de plus en plus nombreux, pour certains, pose problème, pour d'autres, finalement, il y a des solutions qui sont là et qui peuvent
permettre que nous soyons encore plus nombreux. Il n'est pas question ici de parler de l'inclusionnisme et de nécessité d'être moins nombreux, de réduire les naissances. Il vient de penser autrement notre rapport au monde. Cette rue, c'est juste quelques Madrilènes qui ont envie d'aller à un marché du matin, à un marché ouvert. On sait que nous déferlons sur une terre finie. On le sait. Je pense que quand on est dans une île, on le sait encore mieux finalement, puisque l'île et le monde sont tellement proches l'une de l'autre. On le sait depuis 1931, donc Paul Valéry en 1931 écrit « Le temps du monde fini commence ». Le Club de Rome dans les années 60 lance le rapport Meadows, qui va être remis en 1972, et le rapport Meadows le dit, c'est la première fois que c'est dit, il n'y aura pas de limite infinie, il n'y aura pas de développement infini sur une terre finie sans dommages écologiques majeurs. Ce qui est dit depuis ce temps-là, on le sait bien, et figurez-vous qu'il n'y avait pas que le Club de Rome à le savoir. Il y a un livre qui vient de sortir de Nathalie Rich, qui s'appelle Perdre la Terre, qui est l'analyse des décisions et des comportements politiques aux États-Unis depuis le moment où on sait qu'il y a ces enjeux-là, qui prend la décision, qui refuse de prendre la décision, et laisse finalement passer le dérèglement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et qui n'est pas qu'un dérèglement climatique. Finalement, nous sommes nombreux sur Terre dans une inéquité colossale, on va dire presque à l'égal d'une piscine chinoise. Il y a ceux qui savent nager qui n'ont pas de bouée, il y a ceux qui ne savent pas nager qui ont des bouées, il y en a qui ont de l'eau parce qu'ils savent nager, il y en a qui n'en ont pas. Et sans doute que ceux qui savent nager pensent que ceux qui sont très nombreux et qui ne savent pas nager sont trop nombreux. Cette inéquité-là, bien sûr, elle renvoie aux conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Quand le Club de Rome lance son travail sur l'état de la planète, sur le rapport Meadows, on est ici, en 68. On le sait bien, depuis 68, chaque année dépasse l'année suivante, et on sait bien que 2018 a été plus chaude que 2017, et que donc l'ensemble des 17 années les plus chaudes, les 18 années les plus chaudes que nous avons vécues, c'est tous ensemble au XXIe siècle. Alors on pourrait le douter, mais plus personne n'en doute, et certainement pas les assureurs qui payent de plus en plus d'assurance sur les catastrophes naturelles. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on a surexploité la planète, parce qu'on continue à la surexploiter. On prend des décisions, la COP21 a pris des décisions, mais finalement les résultats ne s'arrangent pas. On continue à émettre toujours davantage de gaz à effet de serre, même si l'Europe a fait des progrès, et on a eu moins cette année que l'année passée. Donc on surexploite la planète. Cette image, c'est une image que je montre en permanence, peut-être que c'est pas nous l'avons déjà vu. C'est un train sur quelque chose qui n'est plus une terre, qui n'est que des déchets, et un vol d'oiseau déréglé qui ne sait pas où est la terre, qui a perdu son ciel, qui a perdu sa terre. Et ça, c'était pas en Colombie ou en Inde, c'était en France, c'était la décharge d'Entresan de la communauté de communes de Marseille. 10 ans pour la fermer, 10 ans du combat de l'Europe. Aujourd'hui, le lieu n'existe plus, mais la réalité est là. Nous avons encore des attitudes comme celle-là. La terre nous donne tout. Qu'est-ce qu'on dérange? Que des choses de ce niveau-là. Bien sûr, chacun dans sa vie privée peut faire les efforts qu'il veut, mais grosso modo, l'humanité, elle, n'a absolument pas de respect finalement pour la Terre qui va fait vivre, et on sait les dégâts que l'on produit. Tout ceci est lié à cela. C'est-à-dire que la surexploitation de la Terre, qui amène à des catastrophes comme celle-là, c'est toujours la surexploitation de l'homme par l'homme. Vous vous souvenez tout à l'heure de la piscine chinoise, c'est pareil. Il y a quelqu'un ici qui fait travailler tout ce monde-là dans des conditions inhumaines. Bon, ici, bien sûr, c'est une mine d'or, c'est une magnifique photo de Salgado, mais cette image dit quelque chose au-delà du fait que c'est simplement une mine d'or. Donc, surexploitation de la planète infinie qui amène au réchauffement climatique. Ici, on est en 2013 aux Philippines. Vous vous souvenez de l'année dernière aux Philippines, il y a eu les mêmes soucis, les mêmes dévastations, et tout ça est lié au fait que dès que l'eau dépasse 25 degrés dans la mer de Chine, les typhons arrivent et dévastent l'ensemble de ces territoires. Et cette image, finalement, de quelque chose de déréglé, qui amène à ça qui est déréglé, qui est lié à ça qui est aussi totalement déréglé, a à voir avec la guerre. Et avec nous. Parce que finalement, tous les choix d'aménagement,
tous les choix d'établissement humain, c'est ce que nous faisons, architectes, urbanistes, habitants, politiques, tous les choix d'aménagement de l'établissement humain ont des décisions profondes sur la façon dont nous maîtrisons l'énergie ou pas, notamment l'énergie. La plupart des guerres contemporaines sont liées à la maîtrise de l'énergie, mais pas que de l'énergie. Bien sûr, il y a le gaz et le pétrole, mais il y a aussi l'eau, il y a aussi les terres rares, etc., etc. Et donc, si nous décidions de faire un établissement humain qui consomme moins d'énergie, on dépendrait peut-être moins de Poutine, et d'autres choses, on dépendrait peut-être aussi moins de Bush, et peut-être qu'en construisant moins en béton, on ne mettrait pas Lafarge en situation imbécile de devoir négocier avec Daesh. Parce que quand Lafarge donne de l'argent à Daesh pour pouvoir continuer à utiliser ses carrières en Irak, quelle est notre part dans cette histoire? La guerre aujourd'hui est un enjeu majeur qui n'a pas fini d'être un enjeu majeur et qui est lié à nos activités. Ce n'est pas juste les multinationales qui décident de tout ça. Si nous choisissons de vivre autrement nos conceptions, si nous choisissons d'être plus paisibles avec la matière, si nous choisissons d'avoir une relation rassérénée avec le monde physique, certainement que nous aurons moins de soucis avec ce rapport à la matière. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça. On pourra en dire beaucoup plus. On pourrait parler du rapport sur la biodiversité qu'il y a eu la semaine dernière. On pourra en dire beaucoup plus encore. Des architectes qui se sont opposés à la guerre, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a au moins un, qui est Corbu. Corbu a écrit ce livre qui s'appelle Déclalement des munitions, merci des logis, s'il vous plaît. Il n'y en a pas eu tant que ça à faire ça. Et il faut reconnaître en moderne ce qui est l'héritage magnifique et moderne, on va dire l'émancipation, la beauté de l'espace architectural et moderne, tout ça est à garder. Ce qui est à jeter à la poubelle, c'est ça. C'est-à-dire une pensée machiniste de l'aménagement du territoire. L'idée que la machine va régler tous nos soucis, que finalement, grâce à la machine, on peut répartir sur le territoire notre manière d'être, notre manière de nous établir. Ça ne marche plus comme ça ne peut pas marcher comme ça. C'est une hérésie qui est liée à une sorte de religion de la machine. Et on le voit bien, cette idée-là, c'est devenu celle-là. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui habite à Los Angeles. Voiture, maison climatisée, garage climatisé, voiture climatisée, commerce climatisé. Le soir, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas du tout transpiré. Or, on ne peut pas accepter ça parce qu'en fait, cet héritage-là, c'est-à-dire cet héritage des modernes qui est une structure en béton, 4 façades identiques, des fenêtres qu'on n'ouvre pas, la climatisation à l'intérieur, c'est une bombe à retardement qui nous pète à la gueule en ce moment. Et donc on ne peut pas accepter cette déconnexion avec le contexte que la climatisation autorise. Je dis toujours, mais la climatisation c'est un mot français, qui est quand même assez obscène, comme si ça avait à voir avec le climat. Les Anglais, un peu moins indécents, disent air conditioning. Ils disent bien qu'ils conditionnent l'air. Donc voilà, nous ne pouvons plus continuer à faire ça, c'est impossible. Ce que nous pouvons faire, c'est, comme le dit le gouverneur de Californie, celui qui sait ce que c'est que ça, et que ça donne ça, il faut que l'on bascule du côté de la nature. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est de retrouver quelle est notre part de nature. De retrouver dans toutes nos décisions, dans tous nos actes, quelle est la part de nature qui nous anime et qui crée notre relation à la terre. Alors quand on décide de le faire, on sait le faire, on réussit à le faire. Donc ici c'est une image qui représente le trou dans la couche d'ozone et qui montre, et aujourd'hui les prévisions sont claires, le trou dans la couche d'ozone, on le découvre grosso modo dans les années 90. C'est un trou qui est fait dans la couche qui nous protège des rayonnements directs du soleil. On découvre qu'un trou s'est créé à cause de gaz qui sont des gaz que l'on a dans les frigidaires et que l'on a aussi dans les aérosols. Le trou est quelque part entre la Patagonie et l'Antarctique, en général au-dessus du Ushuaïa, d'où le choix par Nicolas Hulot du nom de son invention. Et au Ushuaïa, le matin, vous regardez le climat qu'il va avoir, vous regardez la catégorie de crème qu'il faut mettre sur votre corps pour ne pas avoir de cancer de la peau. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à arrêter complètement la production de ces gaz à effet de serre. Donc c'est fait. Et donc, petit à petit, on voit que la réduction est en train de s'opérer
et qu'à partir, il est prévu que vers 2040, le trou sera effectivement réduit. Alors nous, architectes, on a juste oublié des choses que l'on sait depuis longtemps et qu'il faut retrouver ou réinventer quand ça n'est pas là. Donc là, on est en moins 25 et moins 15 avant Jésus-Christ, c'est Vitruve qui raconte cette chose toute simple. Le premier soin de l'architecte devrait être de ne pas réemployer les choses que l'on peut trouver ou préparer à grands frais, car il y a des lieux où l'on ne trouve en quantité suffisante ni le bon sable, de câble, ni de bonnes pierres, ni de l'habit, ni du sapin, ni du marbre, où il faudrait pouvoir toutes ces choses, les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépenses. Mettez ça dans la bouche de quelqu'un qui aujourd'hui défend l'économie circulaire et vous ne savez pas si c'est Vitruve ou un contemporain qui le dit. Ajoutez ceci, qui est Diderot. On a quand même franchi 18 siècles, mais Diderot, ce qui fait l'encyclopédie avec d'Alembert, et écrit à ses amis qui sont les frères Grimm, leur écrit un message à propos d'un monument construit sur la place de Reims. Il dit l'architecture est un arbre des pitons, oui, dans l'esprit des architectes, déjà, je suis architecte, et que l'on fasse entrer dans son projet la considération du temps, du lieu, des peuples, de la destination, alors on verra varier à l'infini les proportions des plats, des villes, des formes, des ornements et de tout ce qui tient à l'œuvre. On a quand même l'impression que dans ce qui est dit ici, la reconnaissance du contexte, ce qui est finalement la redécouverte, après que nous soyons sortis du modernisme, la redécouverte du contexte était très claire depuis très longtemps. Donc entre Vitruve et Diderot, nous avons tout pour avancer. Alors, on peut se dire que peut-être que c'est bien lointain d'aller chercher 2 siècles avant Jésus-Christ ou au XVIIIe, mais il suffit de lire Franton. Il suffit de lire l'histoire critique de l'architecture de Franton, publié en 1983, et dans le registre, il y a tout ça. Tout est dit sur la possibilité d'être encore moderne tout en retrouvant les relations avec le contexte, en retrouvant la relation nature-culture, en retrouvant la topographie, en retrouvant le climat, en retrouvant la tectonique, finalement en retrouvant tout ce qui a fait l'architecture de tout temps. Alors, parmi les autres bonnes nouvelles, puisque tout ça, ce sont que des bonnes nouvelles, il y a le fait que ça a déjà changé. Alors, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, à un certain niveau, comme le Pritzker, tous ceux qui gagnent le Pritzker aujourd'hui ont tous reçu le Global Award for Sustainable Architecture avant. C'est-à-dire que le Pritzker qui primait plutôt les arachides et autres gens nouvelles s'intéresse maintenant à l'humain, au social et à l'environnemental. Mais il n'y a pas que le Pritzker. Cette image, elle a 3 jours. Vous connaissez un mur de Lisandero. C'est la remise du Lisandero Award de cette année. Ceux qui l'ont reçu, c'est Lacaton et Vassal. Lacaton et Vassal qui ont reçu le Global Award il y a 2 ans. Et le monsieur qui tient l'autre trophée, là, et celui qui est juste là, ils ont signé le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Ce sont des maîtres d'ouvrage engagés. Donc, le Lisandero s'intéresse finalement à ce qui nous porte aujourd'hui, comme le Pritzker le fait. Et nous ne pouvons pas ne pas nous engager. Je vous mets ces 2 images parce qu'elles sont assez significatives et elles ne peuvent pas parler des architectes. Quand Stéphane Hessel a sorti Indignez-vous, vous vous souvenez, il a vendu ce livre en millions d'exemplaires. Des millions. Et puis juste après, parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter à indigner, il a fait Engagez-vous. Engagez-vous, je ne sais pas, en dizaines de milliers, mais jamais de millions. Donc l'indignation, c'est bon. Mais l'engagement est indispensable, surtout pour nous, architectes, qui sommes tous les jours engagés dans la matière, engagés dans le monde, engagés dans la matérialisation du monde. Alors, l'engagement, eh bien, la jeune génération la porte, le porte, cet engagement. Ici, vous avez un collectif de Quito qui s'appelle Albordé, qui reçoit le Global Award donc, à Paris, à la Cité de l'Architecture. Ils montrent leur projet magnifique, fait avec les gens, 3 bouts de ficelle, de carton, du bois. Ils font des écoles impeccables. Si vous ne connaissez pas Albordé, allez sur leur site, regardez, c'est joyeux, c'est heureux. Et à la fin de chacune de leurs présentations de ces architectures négociées, arrangées, ils écrivent sur l'écran Crisis. Et là, tous les vieux comme moi dans la salle, ils étaient contents de se dire tiens, il y a des petits jeunes qui pensent qu'il y a de la crise. Sauf que la diapo d'après, c'était ça. Et
Et chaque fois qu'il montrait un projet, il finissait par crisis et il mettait une grande croix rouge par-dessus. Non, 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 il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, c'est notre monde qui est comme ça, et dans ce monde-là, nous sommes capables d'inventer d'autres manières de faire de la vie. Et il le montre en permanence depuis lors. Il n'y a pas de crise, il y a un monde, et notre monde, nous sommes capables d'y construire un établissement humain plus reconnaissant à la terre. Alors, il y a des premières années ici, quand ils sont partis. Vous êtes nés en quelle année? Voilà. Merci. Parce que c'est vachement important. Vous êtes les premiers à être nés au XXIe siècle à rentrer dans une école d'architecture. Forcément, vous ne connaissez rien de mon histoire. Vous ne connaissez rien de l'histoire de ma famille, des 30 glorieuses, même du rapport Brundtland, de la rupture entre avant et après le rapport. Vous ne savez pas tout ça. Et vous savez 1000 choses que vous avez appris depuis que vous avez, voilà, depuis le début de vos 18 années. Vous savez ça, et le monde que vous portez aujourd'hui, ce n'est pas celui de vos parents. Et votre génération, elle va le faire, parce que si vous, là, vous ne le faites pas, si vous arrivez en courant, ils vont le faire. Tout ceci, là, c'est 30 000 lycéens belges dans les rues pour combattre pour le climat, et avec ce magnifique slogan, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. J'ai cherché d'où venait ce slogan parce qu'il est tellement beau que j'ai dit mais comment l'ont-ils inventé quoi. Et figurez-vous qu'a priori ça vient d'un jeu qui a été fait en 2009. We are not defending nature, we are nature defending itself. C'est climbingday.net. Donc ces slogans-là vont devenir beaucoup ou presque aussi forts que penser local, agir global. Parce que c'est cette génération-là qui le porte. Et cette génération-là, elle fait un travail de fond. Elle ramène la question au niveau de la morale. Et finalement, tous les grands changements démocratiques ne se sont opérés que quand on a réintroduit de la morale dans le politique. Et elle le fait très simplement. Si on ne fait rien, on aura du sang sur les mains. Et on le sait. Et on le voit. On imagine bien que ceux qui vont devoir quitter les Seychelles, ils vont venir où? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Comment on les accueille? Comment on se prépare à tout ça? Il n'y a pas que les Seychelles. Donc si on ne fait rien, si on n'est pas la nature qui se défend, eh bien forcément on va sacrifier quelques-uns d'entre nous. Pour le faire, eh bien le Club de Rome, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait fait le rapport Meadows, le Club de Rome a dans les années 90 sorti cet ouvrage qui s'appelle Facteur 4, avec ce sous-titre, et tout le livre le montre, 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Ce slogan, c'est notre avenir. Je ne vois pas comment faire autrement. L'ambition, c'est pas de rendre les gens malheureux, c'est qu'il y ait plus de bien-être. Un peu moins de pollution, par exemple, avec un peu moins de voitures qui polluent, c'est peut-être bien pour le bien-être. Et pour y arriver, il faut utiliser 2 fois moins de ressources, parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser autant de ressources. Il faut imaginer ce que nous pouvons utiliser comme ressources. Qu'est-ce qui est encore disponible, qu'est-ce qui est à portée de main. Alors pour y arriver, mais il y a des choses que vous connaissez ici très bien aussi, puisque le prof du DD, c'est Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et aussi à La Réunion. C'est voilà 5 ans maintenant, ou 4 ans, que l'offre du DD montre chaque année qu'il est possible de faire autrement, et que ce n'est pas de l'utopie, on ne va pas attendre demain pour l'offre du DD, que c'est là maintenant, c'est déjà possible, la preuve, regardez, ça a été construit, et c'est absolument désirable d'arriver à cette architecture. Et c'est dans ce sens-là, dans le sens du Club de Rome, dans le sens du off du DD, et avec un peu d'énervement parce qu'on avait marre de se faire balader par les politiques, qu'avec Dominique Lozamuller et Alain Barrel, et Paul Sévère, nous avons écrit ce manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Donc c'est maintenant, il y a 1 an et 3 mois. Il y a 1 an, à peu près, j'en parlais ici, depuis, les choses n'ont pas cessé d'évoluer. On a déjà changé le titre du manifeste, qui ne s'appelle plus seulement frugalité, manifeste pour une frugalité heureuse, on y a ajouté créatif. Parce que la frugalité, c'est une chose extrêmement créative, et qui en plus est extrêmement nécessaire d'être créatif aujourd'hui, si vous voulez vous sortir de 2 siècles de gabegie. Si vous voulez regarder
comment faire autrement, vous allez être intérêt à être créatif, autrement vous allez faire ce que vous avez toujours fait. Voilà. Construire en béton, avec de la ventilation naturelle, de la ventilation mécanique, avec des volets roulants, avec de la clim, et des voitures garées en bas. Donc voilà, rajouter le créatif pour ça, et aussi parce que la définition de la frugalité à laquelle nous sommes attachés, c'est pas se serrer la ceinture, c'est faire les choses intelligemment pour faire une bonne récolte. Parce qu'en fait, frugalité, ça vient de fruits. Ça vient de... Voilà. Frugalité, c'est qualité de ce qui est frugal. Frugalitas, récolte de fruits. En fait, c'est la récolte des fruits qui est une frugalité quand elle est réussie, quand elle est heureuse. C'est-à-dire, une récolte est bonne quand elle ne porte pas atteinte à la terre pour permettre une autre récolte et qu'elle rassasie celui qui fait la récolte. Et notre objectif, c'est ça, et uniquement ça. Faire en sorte que l'on trouve les conditions pour faire l'établissement humain de telle manière qu'on ne porte pas atteinte à la terre, pas davantage, et que l'homme qui y vit puisse y vivre 2 fois plus de bien-être et 2 fois moins de ressources. Alors cette récolte, finalement, elle peut se faire en ayant des positions très claires qui sont des positions proches du régionalisme critique, mais aussi proches du contextualisme. Donc voilà, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de pouvoir penser ce qui est juste et rebelle. On ne peut plus continuer à demander l'autorisation de faire différemment, ça ne marche pas. Essayez de demander au gouvernement d'aujourd'hui de faire différemment, vous verrez. Donc on arrête de demander, on fait. Et quand on fait et qu'on montre que les choses se passent, eh bien, les choses ont évolué. Je dois vous dire que sur un point, le gouvernement a fait un progrès, depuis à peu près 1 mois maintenant, avec le droit de faire. On peut proposer en tant qu'architecte des solutions qui dérogent à la règle, à partir du moment où on arrive au même résultat que la règle. Donc un des combats que vous avez moins ici qu'en métropole, parce que la ventilation naturelle est un outil régulier ici à La Réunion, qui est un vrai combat en métropole, eh bien, on peut en faire autrement qu'avec de la VMC réglable, à partir du moment où on prouve que le résultat est bon. Cet effort-là, on peut le faire sur tout maintenant. Et en fait, c'est une joie, celle-là, de s'être battu sur la possibilité de faire différemment pendant des années et qu'enfin, ce soit aujourd'hui accordé. Je ne vais pas vous dire que le CSTV ne va pas mettre son nez là-dedans et que tout ne va pas être compliqué, mais en tout cas, la possibilité, la porte est aujourd'hui ouverte. Donc tout ça, on peut y arriver en réalisant que les solutions sont abondantes. En fait, si on fait ce que dit Diderot, c'est-à-dire que si on regarde les particularités locales, les ressources locales, les climats locaux, les cultures locales, toutes les réponses qui doivent être liées à ce contexte sont forcément différentes les unes des autres. Donc on est aujourd'hui dans une architecture qui ne peut plus être générique. Le bâtiment en béton, 4 façades pareilles et atmosphère intérieure, ça n'existe plus comme solution architecturale. On ne peut arriver qu'à des réponses chaque fois différentes, chaque fois appropriées au lieu où on se trouve. Donc tout ça pour des conditions de vie pour tous, et surtout pour les plus démunis. L'écologie, c'est pour tous, hein. C'est pas que pour ceux qui ont de l'argent. Et c'est d'abord pour tous. Parce que cette dimension-là des plus démunis, c'est celle qui est la plus problématique et celle qu'il faut résoudre aujourd'hui. Si on veut arriver à des conditions paisibles, de paix tous ensemble, c'est bien un travail pour les plus démunis qu'il faut engager d'abord. Et puis, voilà, s'intéresser à toutes les ambiances différentes, à toutes les sociétés différentes, trouver des procédés constructifs différents. La monoculture du béton, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, pas sûr, dans la réalité, mais dans les principes, c'est terminé. Oui, et fin l'autre, défilent dans mon atelier pour savoir finalement quel va être leur avenir. Quand on leur explique, la branche, on ne va pas la perdre, la branche. C'est un savoir-faire incroyable que vous avez avec la branche. Mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Et si vous mettez de la terre coulée, est-ce que ça vous empêcherait d'être toujours bouillonnage? Est-ce que ça ne protégerait pas davantage de la planète et le sable, etc., etc. Donc les enjeux aujourd'hui sont des enjeux fondamentaux, profonds, auxquels il faut que l'on apporte pour tous des réponses. Et on sait bien qu'on est aujourd'hui dans une situation d'une richesse infinie. Quoi. On a 1000 matériaux. Ouais, j'exagère. On a tellement de matériaux qui peuvent là être utilisés pour répondre exactement aux enjeux particuliers.
Et voilà, bref, on peut aller jusqu'au bout de tout ça. Pour nous, la frugalité heureuse et créative, c'est le modus operandi pour y arriver. C'est la manière d'entrer dans l'histoire, de faire jouer tous les outils qui sont à notre disposition. Voilà, j'ai déjà évoqué ça, donc je ne l'ai pas évoqué ici un peu à propos de la guerre. Notre part d'un bâtisseur est considérable, grosso modo 60% d'émissions de gaz à effet de serre et de notre ressort si on est architecte et urbaniste, 40% pour le bâtiment, 20% pour le déplacement. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais il y a une part qui nous revient vraiment. Et puis si on regarde d'autres aspects, 60% des déchets proviennent du bâtiment. Donc imaginez, quand vous voyez passer 10 camions, il y en a 6 qui sont remplis de déchets du bâtiment. Frugalité en énergie, eh bien, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Si toutes nos architectures avaient moins besoin de climatisation et moins besoin de chauffage en fonction du climat, sans doute que ce serait aussi de rasséréné. En matière, j'en ai déjà parlé. En technicité, eh bien, c'est lui qui en parle le mieux. Daniel Fauré, qui est le président émérite d'Environnement Méditerranée, vous savez, ceux qui ont créé Bâtiment durable Méditerranée, qui est la procédure la plus intelligente qui est autour du bâtiment durable. Daniel disait, en quelques années, le lot technique est passé de 15 à 25% du coût du chantier, mais en même temps, on a eu la croissance des sinistres et celle des primes d'assurance. On sait bien que l'obsolescence programmée, c'est pas que dans ces petites machines, c'est aussi dans les moteurs du renouvellement de l'air et dans les systèmes un peu complexes qu'on utilise dans les bâtiments. Donc depuis un an, ça signe. Donc, à l'heure actuelle, on est à peu près à 6 000 signatures, on doit être à 5 900. Il y a les premières rencontres de la frugalité heureuse qui vont se tenir à la fin de la semaine prochaine à Lens et à Los Angeles. On sera à peu près à 6 000 signataires à ce moment-là. Tous les jours, les signatures arrivent, tous les jours. Et donc vous voyez que, comme vous avez compris, quand c'est rouge, c'est qu'il y a plus de 100 signatures, 50 à 100 signatures. Donc la réunion est de tous les hommes et les femmes de territoire qui avaient le plus signé, mais il y a une histoire de l'environnement ici qui est une histoire réelle, liée au bâtiment notamment. Là, on ne le voit pas, mais la Martinique, il y a un groupe qui vient de se créer. Vous voyez que ma Bretagne d'origine, elle est sacrément engagée. Et en fait, dans tous ces territoires-là, il y a des groupes qui se créent. Et alors, à l'heure actuelle, on a des groupes, on a des groupes qui sont à la fois en Bretagne, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France, donc ici aussi, il y en a un qui est en train de se créer en PACA, un autre en Val-de-Loire, un autre en Auvergne-Rhône-Alpes, un autre en Franche-Comté, un autre en Bourgogne, et il y en a un qui se crée à la Martinique. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, était juste une prise de conscience, de dire, allez, maintenant, on va faire différemment, et bien, c'est pas ce qui se passe nous dépasse. Ce que se manifeste, c'est l'existence d'un peuple, d'un monde de l'éco-responsabilité, souvent des gens isolés, et qui se retrouvent finalement dans cet ensemble, et qui fait mouvement. Je ne me sens pas chef de parti, c'est pas ma vie, il y a quelque chose qui est en train de se créer, que l'on voit au moment où on fait aujourd'hui les rencontres de Lens et de Los. C'est en fait un élan et un enthousiasme qui nous donne confiance. Alors ça vient un peu partout en France et d'un peu partout dans le monde. La Belgique est le second pays à avoir signé, et l'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Canada et le Maroc. Et il y a un groupe qui s'est constitué aussi au Maroc. Parce que les Marocains ont bien compris que la frugalité, ce n'est pas la décroissance. La frugalité, ce n'est pas en faire moins. Vous ne pouvez pas faire partager la frugalité au Maroc si vous leur dites, écoutez, l'enjeu, c'est un peu de décroissance. Dans un pays où la moitié de la population est sous le seuil de pauvreté, ce serait indécent de dire ça. Ils ont bien compris que le rapport à la ressource, et le Maroc a un problème de relation à l'eau qui est considérable. Donc choisir des manières de construire qui protègent l'eau, faire en sorte que l'eau soit à la fois renouvelée et soit présente, voilà un enjeu important et que finalement tout le monde comprend.
Donc voilà, alors bon, ça c'est un petit texte qui a été écrit il y a plus d'un mois, on était à 5200 signataires, mais on voit qu'il y a 31% de représentants de la société civile et 69% de professionnels. C'est-à-dire que la société civile a compris que dans ce que nous disons, il y a quelque chose qui la concerne profondément, et il continue à signer. Et parmi les professionnels, il y a 36% d'architectes. Les architectes savent, excusez-moi si d'autres ne sont pas architectes, mais les architectes savent que c'est eux les prescripteurs, au bout du compte. Et ils sont présents, et ils sont là, et ils s'engagent, alors au même titre que les ingénieurs, les urbanistes et aussi les artisans, les paysagistes. Et il n'y a que 2% de maîtres d'ouvrage. Et il y a un groupe qui s'est constitué et qui s'appelle la MOT. La maîtrise d'ouvrage engagée sur le territoire par condition écologique. Alors ce travail-là, et c'est pour ça qu'il est important de parler des 31% de la société civile qui est engagée, ce travail-là, on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. Un projet d'archi, c'est quoi maintenant? Enfin, un projet, c'est 5 ans. Un projet d'urbanisme, vous ne l'étudiez pas en 4 ans, vous commencez à le réaliser, il se termine, vous n'êtes plus là. Donc ce n'est pas la temporalité de nos projets qui va nous aider à résoudre la crise aujourd'hui. C'est l'engagement de tous. Alors nous déjà, dans tout ce qui est à nous, mais aussi on ne peut le faire qu'avec la société civile. Et Hannah Arendt, cette magnifique philosophe, a écrit dans les années 90 un texte dans la crise de la culture, où elle explique que l'enjeu n'est pas de savoir qui a l'autorité. Ça n'est plus un sujet. Tout le monde a l'autorité. On le voit bien. Les élus disent c'est moi qui ai l'autorité. Ceux qui les élisent disent c'est vous oubliez notre autorité, on va dans la rue. Les ingénieurs rappellent leur autorité d'ingénieur. L'architecte son autorité d'architecte. Le paysagiste, tout le monde a l'autorité aujourd'hui. Et donc on pourra avancer que si on comprend ce qui fait autorité. C'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt. L'important n'est plus de savoir qui a l'autorité, mais ce qui fait autorité. Et elle termine en disant ce qui fait autorité, c'est le projet partagé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de manière de faire autrement que de partager des raisons, des modifications de nos comportements et en engageant la société civile dans toutes ces questions. Bon, pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, en tout cas pour nous, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il n'y a pas d'autre manière de faire de l'architecture que bioclimatique. Juste un petit exemple du Maroc, par exemple. Vous savez, pendant longtemps, les Marocains ont couvert leur rue avec des protections faites de briques et de brocs, de toiles et de canis. Mais depuis peu, ils ont compris que tout ça n'était pas bon, y compris pour la santé, parce que tout ce qui s'accumulait là n'était pas bien, ça tombait. Donc le Maroc s'est lancé sur une politique de protection des rues à partir d'éléments qui ont été dessinés, qui ont été designés, qui renvoient à la culture des ébénistes marocains et qui s'installent de façon pérenne pour protéger les rues. Donc bioclimatique, c'est évidemment le bâtiment, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, on peut en parler si vous voulez, mais je suis sûr que vous le savez pertinemment dans le travail qui se fait ici à La Réunion. Donc un bâtiment qu'on pense plus en coupe qu'en élévation, donc on va essayer de comprendre toutes les porosités. On a besoin d'une inertie et on a besoin d'un contexte qui va bien être un bâtiment éco-responsable dans un contexte qui serait sans maîtrise des effets de Lodger. Ça n'a pas de sens puisque les continuités entre l'intérieur et l'extérieur sont extrêmement tendues. Et donc ça demande de regarder comment le tissu se fait. Ici, je suis originaire d'un petit ville en Bretagne qui s'appelle Carantec. Plus on s'approche du port, plus les rues sont pauvres. Parce que la différence d'ici, les vents, on n'en a pas tellement envie. Alors que si on regarde je pourrais rajouter Saint-Denis, je pense que je ferai ça la prochaine fois, je rajouterai Saint-Denis. Si on regarde les établissements français hors de France, la trame carrée qui est la trame des militaires, c'est pas tout à fait une trame carrée. Admirable, la trame carrée est vraiment carrée parce que les alizés d'hiver et les alizés d'été sont aussi intéressants. Si vous regardez Fort-de-France, la trame est rectangulaire parce que les alizés d'été doivent rentrer profondément dans le tissu et être bloqués en hiver en ce sens-là. Pontichéry, c'est exactement la même chose. Donc, même le choix d'une trame peut être intelligemment fait si on regarde les enjeux liés au climat. L'image que vous avez ici, c'est celle d'Essaouira, qui est une magnifique ville sur la côte marocaine, qui a été fortifiée par un élève de Vauban, qui a mis un fort ici et un fort là, et entre les deux, il a fait une voie pour que les militaires puissent passer en courant de l'un à l'autre en cas d'attaque. Sauf que Essaouira est l'endroit le plus venteux de la côte marocaine,
l'élément vient exactement dans l'axe de ces bruits-là. Donc les jours de grand vent, le marché ne peut pas se tenir. Et à Pondichéry, même si c'est intelligent de la façon dont la trame a été installée, la largeur des rues n'est pas intelligente pour un sou. C'est beaucoup trop large. Et il n'y a pas de vent. Bon, ça, c'est des petites choses que vous connaissez, mais qu'on a pu voir dans le cas, donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Donc, juste montrer un combat, et puis je vais montrer le projet pour lequel j'ai eu des caravages cette année, et je vais m'arrêter là. Bon. Ici, la Réunion est un territoire que j'adore pour beaucoup de raisons, et qui compris pour ses engagements en matière de qualité environnementale. Et notamment sur la question de la ventilation naturelle. En métropole, c'est impossible, voire hyper compliqué de l'utiliser, alors que ici, c'est absurde. Donc, quand je dis on, là c'est Alain Vandarel et moi, puisqu'il y a des combats qu'on ne peut pas faire sans un ami ingénieur, c'est avec la main. Donc, on a fait ce premier bâtiment en ventilation naturelle assistée contrôlée à Saint-Nazaire. Ce qui veut dire des fenêtres dans toutes les salles de bain. Enfin, je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais c'est 3 ans de travail, un peu plus. Donc aujourd'hui, le bâtiment fonctionne et on a continué à faire ce travail-là sur une maison où on s'est dit plus du tout de système de ventilation. Simplement des entrées d'air, des ouvertures et un plan où il y a de la lumière et des fenêtres partout. Avec la maison, c'est facile, mais par contre, le matériel que vous avez en France ne vous permet pas de faire ça. Parce que les lobbies, et notamment Aldes, vous empêchent d'avoir le bon matériel qu'il faut pour faire entrer de la ventilation naturelle en métropole. Donc on a fait venir des éléments d'entrée d'air de Belgique. Et puis, cette histoire, on ne peut pas l'arrêter à une maison, puisque l'enjeu c'est de vivre tous ensemble. Donc on est en train de travailler sur un immeuble à Bordeaux, donc un immeuble collectif, où on ne met pas du tout de système de ventilation. Tout se passe par l'ouverture et la fermeture des fenêtres, par le dessin du plan et par des grilles autoréglables, des choses que l'on ouvre et que l'on ferme. En fait, ça c'est un enjeu d'un architecte, vous le savez bien. Ça veut dire qu'ici, il y a des fenêtres dans les WC, dans les salles de bain et partout. Et que tous les logements sont traversants, et que tous les logements sont soit traversants, soit avec 2 orientations. Ça ne paraît pas grand-chose, mais ça demande une négociation de plus d'1 an avec l'État pour qu'ils autorisent ça. Et si on réussit à montrer qu'on peut faire des logements qui garantissent la qualité de l'air, et bien c'est le logement qui va être changé en métropole. Simplement. Et ça a demandé de se défaire d'un truc qui nous est tombé dessus dans les années 70, qui est la BMC, et qui a fait qu'on a aujourd'hui en métropole la plus mauvaise qualité de l'air à l'intérieur. L'hygroréglable, c'est une catastrophe totale. Voilà. Et donc, après, bon, ça je vous l'ai montré l'année dernière, donc je ne vais pas revenir dessus, mais les batailles sur les matériaux sont comme les batailles sur l'air. Donc, à Mayotte, ça fait qu'un certain temps qu'on a construit des planchers portés par des murs en terre crue. Mais en métropole, quand on change des règlements sur la construction en terre, tout devient compliqué. Donc ici, on a fait un projet, donc un mur de terre crue, en briques de terre compressée, porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public. Combat, encore combat. Alors on sait bien que c'est possible. Le CSTB, qui est quand même assez méthodologique-compatible, n'aime pas lancer d'autres manières de faire. Mais par contre, les enfants aiment bien les toitures accessibles et l'échelle de la ventilation naturelle. Et donc, dans ce sens-là, voilà la dernière petite chose que l'on a produite cette année. Donc, on est juste entre le Cognac et le Bordelais. Le Cognac, c'est un sous-sol pierreux, une pierre blanche, ou calcaire, et la région de Bordeaux, c'est plutôt les pins. Donc, ce bâtiment qui est juste à la frontière est construit en calcaire et en bois, entièrement en bois, et il est comme les autres projets en ventilation naturelle et démontable. Donc je vais terminer sur ce projet-là qui parle d'un autre climat que celui qui est ici, mais qui est intéressant parce que c'est le seul projet où on a pu tout faire. Et donc cette année, on a reçu les cas d'argent pour la catégorie aménagement urbain. C'est la première fois que les cas d'argent le remettaient, et donc on a reçu pour celui-là. Je vous raconte une petite histoire et on y sera presque. Donc Val de Reuil, c'est le Vaudreuil, c'est la dernière ville nouvelle française, qui est construite près de Rouen.
cette ville nouvelle est construite trop tard. La fin des 30 Glorieuses arrive, la ville ne grandit plus. Donc ça devient une catastrophe. Comme rien ne se fait, qui ne termine pas, l'immobilier là-bas, le foncier, tout ne vaut plus rien. Et donc ceux qui ont acheté quelque chose et qui veulent partir parce qu'il ne s'y passe rien, ne peuvent même pas quitter cette ville parce que s'ils vendaient leur logement, ça ne rembourserait pas l'emprunt qu'ils ont fait. Donc, vous voyez un peu le bonheur de l'histoire. Arrive quelques années plus tard un homme étrange, qui s'appelle Marc-Antoine Jamel, qui est le maire depuis 3 mandats maintenant, et qui est à la fois un élu socialiste et le secrétaire général de LVMH. Le LVMH, c'est Louis Vuitton dans votre site. Donc, on peut se dire quel grand écart, mais en fait, c'est un homme qui est un énorme. Donc, à Paris, c'est lui qui fait tourner la boîte LVMH. Et quand il est élu socialiste, là, il est très engagé dans sa commune, qui est la commune la plus pauvre de Normandie. Et il comprend qu'il faut faire un projet en rue, donc de renouvellement urbain. Là, il fait appel à Borloo, qui donne de l'argent pour la commune. Mais il comprend que ça ne suffit pas. On ne peut pas faire simplement de l'urbanisme en ayant un bon dessin et en réhabilitant les choses. Il faut amener de l'activité. Il faut amener du travail. Et donc, il ouvre son carnet d'adresse LVMH et il installe des usines pharmaceutiques à Val-de-Reuil. Et là, tout change. Aujourd'hui, sur l'autoroute, quand vous allez à Val-de-Reuil, le panneau qui montre Val-de-Reuil, ce n'est pas des champs, ce sont des pipettes de laboratoire pharmaceutique. Donc quand il revient là, qu'il remet un peu de l'ordre dans les choses, même les bailleurs sociaux qui ne voulaient plus habiter là reviennent. Et il y a un concours qui est lancé pour 100 logements BBC, un secteur horticole. C'est ce qu'on appelle un CREM, c'est la conception, réalisation, entretien, maintenance. Ce qui est une procédure que je n'ai jamais fait après, que je n'ai jamais fait avant et que je n'ai jamais fait après. C'est une procédure où l'entreprise générale est le mandataire. Et là, c'est Bouygues. Approcher Bouygues de mon atelier, c'était déjà un défi, mais en tout cas, ça a marché parce qu'on peut être ingénieur de chez Bouygues et éco-citoyen. Et on est tombé sur une équipe de gens intelligents et qui ont compris ce qui était en jeu. Donc, on gagne cette consultation et on en change complètement le contenu parce qu'on réinterroge le programme. Donc, ils voulaient 100 logements de BNDC, on leur fait des logements zéro énergie sur base passive. On leur donne une cuisine municipale, une crèche municipale, une halle publique, une chaufferie urbaine au bois, une maison des jardiniers, des jardins familiaux et de l'horticulture bio pour faire de la réinsertion sociale et on leur invente un parc d'hébergement. On fait ça parce que, en fait, la raison qui m'a fait débrouiller à Bouygues, c'était qu'il y avait un secteur horticole. Et je ne savais pas ce que ça allait devenir, finalement, l'horticulture, ça m'avait appelé. Donc, sur ce site inondable, on installe 100 logements, ici, avec une halle, une crèche, un secteur horticole inondable, avec tout un travail qui est fait sur une inondabilité. En fait, on part du principe que si on veut se ranger du côté de la nature, ou si on veut basculer du côté de la nature, j'aime pas tellement le mot bascule, il suffit juste d'être avec la nature, quand l'eau a envie d'arriver, on ne dit pas qu'elle n'arrive pas. Surtout pas cette eau-là. Et donc on a tout fait pour qu'elle arrive, parce que l'eau qui arrive, c'est la biodiversité qui arrive, c'est une qualité de vie qui arrive, qui installe, et c'est un paysage qui arrive. Donc voilà ce que ça donne. On travaille sur la pluie décennale, trentennale et centennale, et on regarde le résultat. Donc ici c'était l'année dernière. L'Eure est un affluent de la Seine, donc quand vous voyez des images de la télé avec la Seine qui déborde, mon écoquartier est aussi avec de l'eau. Donc l'eau arrive comme ceci, rentre dans le site, jusqu'au logement, et le site fonctionne encore. Et quand l'eau n'est pas là, c'est ça. C'est-à-dire c'est un magnifique paysage, joyeux, heureux, un paysage qui n'est pas construit, il n'y a pas de murets, il n'y a pas de béton pour déterminer le lien entre les zones piétonnes et les zones plantées. On est dans un dessin là aussi frugal, y compris dans la matière. Donc le paysage est comme ça, et comme ça. Quand il n'y a pas d'eau, les végétaux partent de l'eau. Le lieu est utilisable par tous, y compris les espaces qui étaient dans les vues précédentes remplis par l'eau. Les enfants jouent à cet endroit-là. Et donc quand il y a de l'eau, ils jouent.
dans l'eau, c'était des grandes flaques. Et donc, dans ces secteurs-là, on a installé des espaces d'observation de la biodiversité et de la faune et de la flore, parce que quand l'eau arrive, il y a des oiseaux qui arrivent, il y a des cygnes qui arrivent, des canards qui arrivent, des éclats. Donc je le dis chaque fois, peut-être que je l'ai dit l'année dernière. On a eu aussi une autre biodiversité arrivée, c'est que quand il fait parfois, les adolescents adorent ce petit observatoire. L'hiver, on s'est arrangé pour qu'il y ait 2 heures d'ensoleillement pour tous les logements au 21 décembre. Alors ça, c'est vraiment une condition dans les pays où il fait un peu froid. Mais ici, on est près de Rouen, il peut faire moins 4 degrés le matin en février. Et pour réussir à faire une architecture passive sans avoir besoin de beaucoup de technologie, il faut demander au soleil de faire son boulot. Et le soleil apporte à la Terre, en quelques heures, toute l'énergie dont elle a besoin pour que l'établissement humain vive. Demander au soleil simplement pour accepter que le soleil arrive, c'est la base de tout. Donc 2 heures de soleil le 21 décembre. Du coup, on a des logements qui sont passifs, 0 énergie, parce qu'on produit de chaude avec une chaudière au bois. Voilà. À partir de plantes qui poussent depuis le sol et pas autrement. Et en fait, quand ce projet a reçu les cartes d'argent, TF1 et Antenne 2 sont venus nous visiter et faire des reportages. Et les journalistes ont rencontré toujours une dame qui est une assistante maternelle qui habite là. C'est que du logement social. Une assistante maternelle qui habite là et qui leur disait regardez mon thermostat. Dans un cas c'était 23 degrés, dans l'autre cas 21 degrés. Regardez ma chaudière, elle est éteinte. Ne me demandez pas quand je l'ai allumée. Parce que finalement, quand une architecture est intelligemment faite et que vous récupérez à la fois l'énergie interne au fonctionnement propre de la maison et le soleil, il n'y a pas besoin de chauffer. On voit quelques espaces dont la voiture est absente, puisqu'on a dessiné ce quartier sans que la voiture ne soit présente, avec le paysage qui va faire des seuils entre les circulations et les maisons. Et le sol, c'est que du stabilisé, hein, on n'a pas coulé dans la enlevé. Ce que vous voyez là, ce sont des noues qui nous servent à gérer avec le trente-nal. Et toujours des ouvertures vers le fleuve pour que l'eau coule vers le fleuve et ne soit pas bloquée par les architectures, et aussi pour que les architectures se protègent du vent du nord qui arrive dans leur dos et se tournent vers le sud. Une crèche assez heureuse, et quand on sort de la crèche, comme là, on est aussi toujours sur de la terre. Entre les immeubles collectifs et les maisons, on voit apparaître les maisons des jardiniers et des espaces pour les jardiniers. Donc ici, il y a à la fois des maisons des jardiniers familiaux, il y a des espaces, ceux ici, c'est un espace pour les arbres. Ça, c'est de l'horticulture qui est protégée. Ici, c'est le verger qui est aussi protégé. Et là, vous avez des terres qui ne sont pas protégées et qui sont cultivées, un peu dans le sens des intérêts comestibles. Donc, dans le deal avec l'horticulteur, il doit cultiver une parcelle pour que les gens puissent venir chercher ce qu'ils veulent. On est quand même dans un contexte social. Et donc voilà, ça c'est la partie des impacts comestibles où on a dit ceux qui ont le droit de venir prendre. Et il y a 2 ânes. Alors, l'histoire de ces ânes est assez rigolote parce que c'est ce que c'est qu'un pédibus quand les familles se mettent d'accord pour conduire les enfants à pied jusqu'à l'école. En fait, c'est bien, mais qui porte le cartable. Parce que la voiture c'est bien pour porter le cartable. Qui sont de plus en plus hauts. Donc il y a des pédibus qui se sont organisés, qui ont des vélos sur lesquels on va mettre le cartable. Et ici, ce sont les ânes qui portent les cartables. Donc c'est devenu la nasinobus. Ça a été posé comme modèle. Et donc l'âne accompagne les enfants jusqu'à l'école. Et quand l'âne n'est pas disponible, les enfants demandent aux parents de faire le chemin de l'âne. Donc les parents ne peuvent plus prendre leur bagnole pour aller devant vers l'école. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter à ça. Tout à l'heure, je vous parlais de l'empreinte écologique de l'Europe. L'empreinte écologique de la France, aujourd'hui, c'est 5,3 équivalents hectares, alors que la France ne peut admettre que 2,9 équivalents hectares. Donc ici, on a fait en sorte que tout ce travail-là, sur l'énergie, sur la biodiversité, sur la production agricole, sur la qualité du logement, sur les déplacements, nous permettent d'arriver à 2,9 équivalents hectares. Employé, c'est bon. On n'a plus qu'à dormir tranquille. Sauf que, quand vous faites un projet comme celui-là,
Tout le monde sait que les habitants de cet éco-village ne payent pas pour leur énergie. Tout le monde sait que ces gens-là, finalement, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, l'assistante maternelle, elle paye 140 € d'énergie en moins chaque mois, ce qui, pour une famille modeste, est considérable. Donc, on pourrait s'arrêter comme ça et dire, oui, ces gens-là, ils sont bien, et regardons-les, mais trop bien. Eh bien non. Le lotissement qui est ici, comme vous voyez, nous on était là, le lotissement qui est ici, ce sont des maisons Phoenix. Alors, maisons Phoenix, c'est des maisons construites en béton préfa et en acier. C'est à peu près la maison La Rochelle qu'on a pu avoir dans les années 60-70. Et donc, on est en train de réhabiliter ce lotissement avec les mêmes enjeux, à la fois de qualité d'espace public. Donc, la voiture disparaît. Plus toute voiture là, donc il y en avait partout. Les enfants ne pouvaient pas jouer ici parce qu'il y avait tellement de voitures qu'il n'y avait aucun espace pour eux. On en retrouve partout des voitures. Donc on réorganise le plan masse, on isole les logements. Voilà, c'est ce type de logement, on isole telle manière qu'ils aient la même qualité de vie que là. Donc il y a une espèce de contagion positive qui est en train de se passer à la Dorelle, qui donne envie que les choses soient différentes. Et voilà. Et il manquait ceci. Il manquait de l'avenir. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est déjà fait. Et on peut tous le faire. Il faut juste qu'on ait envie et qu'on prenne dans le projet partagé tous ceux qui veulent le partager. L'avenir, c'est la réhabilitation. L'avenir, on sait, on ne bâtit chaque année que 1% de l'équivalent du bâti existant. Et le bâti existant, celui-là, avant qu'il soit éco-responsable, il va se passer du temps. Donc l'avenir du travail de vous, là, qui sont nés en 2000, c'est celui-là. Et en fait, c'est un avenir très intéressant. Parce que s'attacher à la réhabilitation du bâti existant, c'est l'économie de demain, en grande partie. Et il faut le faire. Et on le fait déjà. Si vous voulez un exemple, tous les équipements qui ont été construits dans les années 70-80 sont à réhabiliter aujourd'hui. La ville de Nantes a lancé la réhabilitation de toutes ces écoles en moins de 6 mois. La ville de Marseille, dont on a parlé, a fait pareil. Elle a tout confié à une seule entreprise. Marseille. C'est un peu différent. Donc voilà. La réhabilitation, elle est en cours aujourd'hui. Donc ça, c'est mon dernier projet, qui est juste qu'un projet. Je vais juste vous montrer 4 images. Donc c'est un lycée hôtelier. Voilà, ça. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment en béton, industrialisé, construction rationalisée maximale, et on a une partie ici et une partie qui est là. On nous demande d'y faire la médiathèque du 19e arrondissement, la place des Fêtes, une grande médiathèque parisienne, et la première maison des réfugiés à Paris. Donc un double programme, autour des enjeux de la culture. Et donc, on a cette structure en béton. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la déconstruire, elle est là. La déconstruire, c'est de la pollution, c'est de l'énergie, c'est plein de choses qui ne vont pas. On n'a pas à la construire, donc elle est là, utilisons-la. On l'utilise, on la nettoie. On la rend encore plus rationnelle que ce qu'elle est. On enlève tout ce qui ne sert pas. Et puis, si on a besoin de faire des doubles hauteurs, parce qu'une médiathèque, c'est pas comme des bureaux ou comme des salles de classe, on enlève des planchers. Donc on enlève les planchers. Et puis, les panneaux de façade, on peut aussi les découper. Une fois qu'on a enlevé les planchers et les panneaux de façade, on ne les évacue pas. On les garde sur le site. On les broie, ça va nous servir à faire des fonds de forme des espaces extérieurs. On garde ça aussi pour faire des dallages du paysage à venir à l'extérieur. En fait, le bâtiment devient sa propre ressource, mais pas que le bâtiment. Parce qu'à l'extérieur, et ça peut devenir ça, la lumière arrive, on le verra tout à l'heure en cours. Il y a le bâtiment, donc vous voyez, on réutilise les éléments qui sont là, on les voit, mais il y a aussi des arbres, il y a 2 arbres sur le site qui sont des 2 très gros arbres. Et on doit, pour faire construire le projet, s'en débarrasser, ce qui n'est pas forcément plus malin, mais là, on ne peut pas faire autour. Donc les arbres, on va les dépiter sur le site, on va les réutiliser aussi sur le site. On va faire du mulch avec les branches, on va faire des planchettes qu'on va réutiliser, on va faire des ganivelles que l'on va réutiliser. Donc voilà, le bâtiment est sa propre matière première, et donc ça finit par nous donner ça. Le béton qui est là, on le respecte, la minéralité de la partie en béton, on la respecte, on rend hommage finalement à la rationalité de cette époque-là. Mais nous, tout ce que nous amenons est biosourcé et sans béton. Fondation en PVC,
beaucoup de béton. Toutes les structures en bois, les isolations en matériaux biosourcés, les menuiseries en bois et une enveloppe que l'on voit ici qui vient protéger l'ensemble du volume qui est la somme du volume de dessert entre les deux. Alors, ce que les modernes ne savaient pas faire, c'est ce que nous savons si bien faire, c'est la porosité. Penser la coupe, penser le mouvement de l'air, penser la lumière partout. Et donc voilà, ce volume très fermé redevient un volume poreux, ouvert, avec de la lumière. Et dans la partie que l'on ajoute, donc la partie biosourcée, on met un volume en terre crue pour gérer l'inertie de ce volume-là. Et cette terre crue, c'est de la terre coulée. Donc on fait des tests en ce moment sur de la terre coulée pour voir finalement quels sont les bons liants que l'on peut trouver pour la terre coulée. On ne l'a pas trouvé, on travaille à Maco pour ça, les grands amis d'Amaco. Et la résille, c'est une résille comme ça, qui est faite en chêne pédonculé, parce que le chêne pédonculé, c'est le bois de la filière Île-de-France. Voilà.